Merci, bonjour à tous, Eric Bessus. Je suis avec Anne pour vous présenter les résultats du premier semestre 2021. Je vais partager tout de suite l'agenda pour aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons faire un petit très rapide survol de Carré qui nous sommes, puisque la plupart d'entre vous, j'imagine, nous connaissent. Ensuite, nous vous présenterons tous nouveaux produits qu'on vient d'annoncer. Vous avez peut-être vu ces derniers jours le produit Flashbox. Et je vous présenterai en particulier une petite vidéo qui vous montrera les détails de ce produit. Ensuite, nous couvrirons les derniers événements, les dernières annonces que nous avons faites. Avant, je laisse la parole à Anne qui vous partagera les résultats financiers du premier semestre 2021. Et ensuite, on passera à un moment important de ma présentation à parler de la suite et en particulier des lancements de produits et bien sûr des revenus associés pour les mois et les années qui viennent. Et bien sûr, nous serons ravis de répondre aux questions que vous pourrez avoir. Alors tout d'abord, un petit résumé de qui nous sommes pour ceux qui nous rejoignent. Donc en quelques mots, nous sommes une société dans le monde des semi-conducteurs, une vraie deep tech française. Nous sommes issus du CEA, créé il y a plus d'une dizaine d'années dans le laboratoire du CEA. Nous avons développé un nouveau type de processeur très très innovant qui en fait vise un nouveau marché qu'on appelle le marché des systèmes intelligents. Tous ces systèmes qui ont pour principe et pour but d'analyser à la volée un très très grand flot de données pour prendre des décisions et pour pouvoir extraire de ce flot d'informations que génèrent beaucoup d'applications de nos jours, le plus d'informations pertinentes. Alors, c'est bon. Donc un produit qui est maintenant mature, et comme vous le savez, on va y revenir, le charge maintenant de Carré, c'est vraiment de déployer notre business, notre revenu, nos produits le plus possible sur le marché et commencer à créer un revenu très conséquent. Centaines de personnes, nous sommes basés essentiellement à Grenoble et nous avons maintenant une technologie, comme je vous disais, très mature, avec plus de 100 millions d'euros qui ont été investis, couverts par plus d'une trentaine de brevets. Et nous en sommes à la troisième génération, qui est la génération en production aujourd'hui. Je vous propose de passer très très rapidement du coup sur le deuxième transparent, qui a juste pour but de vous rappeler à très haut niveau. Et bien sûr, nous irons dans beaucoup plus de détails au cours de la présentation sur les gros marchés que nous visons. Il y a deux types de marchés sur lesquels nous nous positionnons aujourd'hui. Le premier marché, qui est le marché que nous appelons le marché des data centers, des nouvelles générations de data centers, qui va bien sûr prendre la majeure partie de notre discussion aujourd'hui, parce que c'est là où sortent les produits, où va provenir le revenu le plus court terme. Et puis un autre marché qui est un peu plus long terme et aussi créateur d'une très forte valeur ajoutée, c'est le marché qu'on appelle de plus en plus le marché du edge computing, qui regroupe toutes les applications comme la voiture autonome, qui est un marché qui est plus long, des cycles de vente plus longs, souvent des qualifications, mais qui est bien sûr très fort créateur de valeur, parce qu'il y a bien sûr des volumes ensuite extrêmement importants. Et je reviendrai un petit peu sur les échéanciers de ces différents produits, sur ces différents marchés. Un petit rappel aussi sur les produits que nous vendons. Notre cœur de métier, nous sommes une boîte de semi-conducteurs, comme vous l'avez compris. Notre cœur de métier, c'est faire des processeurs, des puces. Donc notre cœur de métier, c'est en particulier de vendre ce qu'on appelle le processeur MPPA, qui est le nom de la famille de processeurs que nous avons développé, très innovante. Il se trouve que dans beaucoup de cas, en fait, on ne vend pas le processeur tel quel. En particulier, vous allez voir dans le monde des data centers, on vend une solution qu'on appelle une carte d'accélération. Et aujourd'hui, l'essentiel de notre marché est en fait sur le marché des cartes d'accélération. Je reviendrai sur la croissance de ce marché, la taille de ce marché. Carte d'accélération, ça veut dire quoi? C'est que c'est à la fois le processeur, mais c'est aussi du logiciel. Beaucoup d'investissements au niveau du logiciel qui tourne ces processeurs. Une partie développée par Calray et une autre peut être développée par nos clients. C'est aussi, bien sûr, comme vous l'avez vu, la carte en elle-même. Et ensuite, et ça va nous amener à l'explication de toute notre stratégie autour de la Flashbox, parfois l'intérêt de développer un petit peu plus que la carte, une solution complète, en particulier avec des applications type le produit de stockage que nous allons vous partager dans quelques minutes. Et le deuxième type de marché, qui est le marché plus embarqué, à ce moment-là, des solutions qui sont plus liées autour de nos puces, avec des clients qui vont développer eux-mêmes leurs solutions, encore une fois, autour de nos outils, de nos logiciels, etc. Voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel pour vous expliquer qui nous sommes, avec encore une fois peut-être un dernier message. Vous entendez souvent parler, peut-être aujourd'hui c'est très à la mode, des problèmes de manufacturing, d'usines. Est-ce que les usines sont en Europe? Donc juste pour que les choses soient très très claires, nous sommes une société qu'on appelle tous les fabless, donc pas besoin d'usine, pas d'usine. Le métier c'est de concevoir les puces, d'en faire les plans,
Et ensuite, nous envoyons ces plans qui sont bien sûr très, très détaillés euh, et qui ne peuvent pas être décodés, hein. Nous envoyons ces plans aux usines. Nous travaillons le plus gros fabricant au monde, ça s'appelle TSMC, qui est un fabricant taïwanais. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usine en Europe qui pourrait fabriquer des puces comme une autre, qui ont des puces de très très haute performance. Et encore une fois, comme vous avez certainement entendu parler, il y a des réflexions. Nous avons d'ailleurs été souvent convoqués et nous avons pu discuter avec le gouvernement français, avec Thierry Breton en Europe, pour partager un petit peu notre vision sur la stratégie européenne. Vous avez peut-être vu qu'il y a des velléités à terme d'avoir des acteurs comme Intel, comme TSMC qui installent leur usine en Europe. Et à ce moment-là, bien sûr, on pourra bien volontiers utiliser ces usines-là, mais ce n'est pas encore le cas. Alors passons maintenant un petit peu plus sur les nouvelles de Calray, plus spécifiquement. Et comme je vous disais, je vous propose de vous présenter un nouveau produit. Ce nouveau produit il s'appelle le Flashbox. Alors c'est quoi le Flashbox? C'est un nouveau appareil qu'on appelle une appliance, une nouvelle baie de stockage hyper rapide. Alors, nous avons annoncé ce produit il y a quelques jours. Vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être participé à cet événement. On a fait un grand événement avec l'équipe marketing de Calais de manière digitale, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, mondial, qui était hébergé par un hébergeur qui a l'habitude de faire ce genre de manifestation au niveau mondial dans le monde de la tech qui s'appelle BrightTalk. Et donc, nous avions au cours de cet événement à la fois l'idée de présenter notre technologie, mais aussi d'inviter autour de nous des gens qui travaillent avec nous, des gens qui sont aussi des influenceurs ou qui sont très très actifs dans tout ce que sont les nouvelles technologies pour le monde du stockage. Voilà, donc ça a été un très bel événement. J'espère que certains d'entre vous ont pu y assister. Nous avons eu plusieurs centaines d'experts, je crois qu'on a autour de 250 experts du monde du stockage, comme vous voyez un petit peu répartis à la fois de manière assez évidente à la fois sur la France, bien sûr, mais aussi sur l'Europe et les États-Unis, et aussi dans des domaines, dans des verticaux assez variés. On retrouve un petit peu les verticaux que l'on vise avec ce type d'appareil, sont les verticaux qui ont besoin de manipuler des données de manière très, très rapide. Donc, vous voyez, on voit que ce soit les banques, les télécoms, les médias. Tout ça sont bien sûr des marchés, des segments que l'on vise. Mais plutôt de parler, je vous propose de vous présenter avec une petite vidéo ce produit-là. Alors, ça va durer à peu près 3 minutes. Je vais laisser Sam, qui est notre responsable du développement logiciel de ce produit-là, vous expliquer ce qu'il y a dans la Flashbox. Vous allez comprendre avec la Flashbox une utilisation concrète de notre produit. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre, je m'excuse, il y a des petits aspects techniques que certains d'entre vous certainement ne comprendront pas. Mais ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Et je pensais, pour la suite, je pensais bien que vous ayez un petit peu une visibilité voilà, de ce produit-là. Comme ça, vous voyez un cas très, très concret de produit qui est maintenant disponible sur le marché.
OK. J'espère que vous avez pu voir la vidéo et que vous n'avez pas eu de soucis de connexion. Voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous montrer de manière très, très réelle le produit. Pour ceux qui n'ont pas réussi à voir la vidéo, elle est disponible, on vous enverra le lien et vous pourrez le voir sur notre site web ou sur YouTube. Alors, si je reprends maintenant ce qui s'est passé ces dernières semaines, dans l'ordre, donc, comme vous l'avez compris, et je revenais tout à l'heure en détail, nous avons annoncé la Flashbox. Deuxième point, donc disponibilité, qui bien sûr, vous l'avez compris maintenant. Deuxième annonce, et je reviendrai encore une fois tout à l'heure, c'était le développement de nouveaux types de produits, encore une fois autour de nos cartes, pour optimiser les environnements de virtualisation, qui sont un environnement extrêmement important dans l'univers data center, avec en particulier une très belle société qui s'appelle Scaleway, qui est la filiale d'Iliad pour tout ce qui est data center, une société Vates qui est un très bel acteur dans le monde de l'environnement logiciel de virtualisation. Un très beau projet aussi, la 5G, j'y reviendrai. La 5G est clairement un sujet sur lequel vous avez dit depuis quelques mois que nous nous penchions pour savoir à quel point notre technologie pouvait être pertinente. Et donc, vous commencez à en voir les fruits avec un très beau projet de développement avec Orange et Atos. Encore une fois, quelque chose sur lequel je reviendrai avec là, pour le coup, des revenus potentiels qui pourraient commencer fin 2022. Et enfin, quelques annonces au niveau de l'automobile. Comme vous le savez, l'automobile, c'est bien sûr un marché plus long terme, des revenus plutôt à hauteur de 2024. Je reviendrai encore une fois sur tous ces schedules, mais avec essentiellement deux activités très complémentaires. Vous vous souvenez peut-être qu'en particulier NXP a lancé une plateforme de développement qui s'appelle BlueLock 3.0. Donc NXP, c'est le plus gros fabricant de puces au monde dans le monde de la voiture. Donc qui sont déployés aujourd'hui et que NXP supporte auprès d'un grand nombre d'acteurs du monde automobile. Et un autre projet très, très intéressant qu'on appelle le Super ECU, comme je l'ai dit déjà la dernière fois, qui là, utilise notre technologie non pas pour faire de l'autonomie, pour rendre des voitures autonomes, mais vraiment pour revisiter complètement l'électronique de la voiture de base et arriver à avoir une architecture électronique beaucoup plus efficace avec beaucoup moins de processeurs pour pouvoir tout intégrer sur des puces comme celle de Carré. Deux projets aussi très intéressants, mais avec bien sûr une visibilité en termes de revenus à beaucoup plus long terme. Je vous propose, avant de rentrer dans les détails de ces projets-là et de rentrer aussi sur les aspects de création de revenus et de valeur, de passer la main à Anne qui va vous présenter les résultats financiers du premier semestre 2021. Bonjour, alors je vais vous parler donc plus en détail de ce qu'on avait déjà annoncé, c'est-à-dire les résultats du premier semestre 2021. Attendez, je suis désolée, il faut que je change mon écran parce que je vois absolument rien. Donc en termes de PNL, là vous avez le PNL donc, pour H1 avec une structure qui est très similaire à celle de l'an passé, où on a toujours des ventes qui sont les ventes de pré-volume et une structure de revenus donc, qui est la même que l'an dernier. Des charges d'exploitation qui sont en augmentation alors de 19%, c'était tout à fait ce qu'on avait annoncé, on avait parlé de 20%. Assez faible augmentation des salaires. On a pas mal recruté en 2021, mais le plein effet de ces recrutements va surtout se faire sentir sur le deuxième semestre en termes de charges. Par contre, dans les autres dépenses, on a une augmentation significative et elle est essentiellement due au poste de sous-traitance et notamment pour les projets clients sur lesquels on a fait appel donc à de la sous-traitance et le partenariat avec NXP qui a également été développé sur ce semestre. Et puis, comme vous pouvez le constater, on a un niveau d'amortissement qui est élevé, qui est effectivement nettement supérieur à celui de 2020. On continue donc à amortir Coolidge et donc à amortir les investissements que l'on a concédés sur les années précédentes. La slide suivante, c'est donc le cash flow statement. Donc là, un cash flow statement qui est également tout à fait en ligne par rapport à ce que l'on avait prévu, avec un cash flow opérationnel logiquement un peu dégradé par rapport à celui du 31 décembre, en année complète.
Vous voyez qu'il y a un working capital, enfin une variation du fonds de roulement qui est positif sur ce semestre. C'est relativement atypique et c'est pas forcément la valeur qu'il y aura en fin d'année, puisque effectivement on a encaissé la totalité de notre crédit impôt recherche avant le 30 juin. Des CAPEX qui, elles, sont toujours soutenues. Et puis, en termes de donc un free cash flow qui est à moins 9 millions, donc on était à moins 15 l'an dernier, et effectivement, on est sur cette tendance pour le reste de l'année. Et puis donc, en termes de financement, on a mis en place une equity line à partir du mois de février 2021 avec Kepler-Chevreux. Et à fin juin, donc, il y avait 7 millions sur cette equity line qui avait été souscrit. Juste pour mémoire, le cash pour l'année 2020 sur l'année 2020, c'était les investissements donc, de NXP et puis un ABB que l'on avait fait. Et comme vous le constatez, il n'y a pas de nouvelles dettes bancaires qui ont été souscrites. Et encore une fois, en 2020, ce qu'on avait, c'était les PGE pour 5 millions d'euros. Voilà, donc sur un cash en fin de période qui se retrouve à 18,8 millions et qui nous donne donc une très bonne visibilité pour nos opérations futures. La dernière slide, c'est donc le bilan. Alors là, j'ai vraiment pas de commentaire à faire. C'est exactement la même structure de bilan que ce qu'il y avait au 30 juin. On a des valeurs qui ont été très, très peu modifiées. Et donc, et voilà. Attends, excusez-moi. OK. Et puis la dernière slide, pardon, c'est simplement voilà, le statut plus détaillé de l'equity line avec Kepler-Chevreux, dont je vous ai dit 7 millions à fin juin et 9 millions à fin septembre, ce qui représente actuellement donc une dilution de 4,4%, qui est donc très modérée et en deçà même de ce que l'on avait annoncé en termes de dilution potentielle de l'opération. Merci Anne. Peut-être tu veux commenter ce slide-là? Oui, alors on a annoncé, je crois que c'était en mai, le projet Caraïbes, et en juillet, le projet Piranha. Donc ce sont deux projets importants pour Calray qui représentent plusieurs millions d'euros de subventions. Ce sont des subventions que l'on a juste commencé à toucher au deuxième semestre. Voilà, donc il n'y en a pas encore dans les états qu'on vous a présentés sur le 30 juin. Et donc, ce sont des projets qui couvrent, dans le cas de Caraïbes, la deuxième génération, la deuxième version de Coolidge. Et pour Piranha, là, on est beaucoup plus axé sur la partie 5G. Ce sont des projets assez courts. Piranha, c'est 2 ans, à part, voilà. Donc, c'est des projets effectivement qui sont intenses, mais de durée assez brève. Parfait. Merci beaucoup, Anne. On répondra à vos questions tout à l'heure si vous avez des questions. Et je propose maintenant de passer sur quelles sont les prochaines étapes et en particulier de revoir avec vous un petit peu les annonces que j'ai parcourues très rapidement pour partager avec vous quelles sont bien sûr la valeur de ces annonces et qu'est-ce qu'elles recouvrent en fait comme potentialité de valeur à terme. Alors, je vais commencer bien sûr par le monde data center. Vous l'avez compris, je vous ai expliqué qu'on avait deux types de marchés. Le data center, pourquoi je commence par le data center? Parce que c'est clairement ce qui va être à l'origine d'un revenu conséquent pour les mois et années qui viennent. Et je vais bien sûr commencer par la star de notre portfolio qui est cette carte d'accélération. Et pourquoi j'incite sur cette carte d'accélération? Parce que vous allez voir que tous les projets que je vais vous présenter tournent autour de cette carte d'accélération. Quelque chose d'extrêmement important, ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, Carré, ça a été des énormes investissements pour développer une puce, pour développer ce type de carte. Mais aujourd'hui, énormément d'efforts ne vont plus être autour de la maturation de ce type de technologie, mais plutôt du développement logiciel pour adresser des marchés de plus en plus gros. Vous voyez, c'est un transparent qu'on partage avec nos clients. Et vous voyez, le point très très important de cette carte, c'est qu'à la fois, elle est extrêmement efficace en termes de consommation, surtout consommation énergétique. Elle est compacte. Donc, compacte, ça veut dire qu'elle a un faible encombrement et souvent, l'industrie comprend que ça veut dire qu'elle elle ne coûte pas une fortune par rapport à d'autres solutions. Un point très important, bien sûr, pour nos clients, c'est qu'elle est complètement programmable. Donc, ça revient à l'aspect de fournir à nos clients les outils, le logiciel pour leur permettre d'adapter l'usage de cette carte à leurs propres besoins, à leur propre use case, comme on dit.
Et enfin, un dernier point qui est très important, ce qu'on appelle le volume production ready, c'est-à-dire cette carte-là, comme on l'a déjà mentionné, par le passé, on avait des cartes de développement, mais c'était aussi, on avait vraiment une carte qu'on a développée avec Wistron, avec tous des aspects de productisation sur les chaînes de fabrication en grand volume qui nous permettent de pouvoir rapidement fabriquer plusieurs milliers de cartes par mois selon les demandes de nos clients. Alors, je pense que cette carte, je pense que c'est un point important. Je vous aurais expliqué un petit peu quels sont les enjeux, quel est le marché par rapport à ces cartes. Et là, c'est très intéressant. Il y a un nouveau rapport qui est sorti il y a maintenant à peu près une quinzaine de jours, qui est issu par Omdia. Omdia, c'est un très, très grand analyste dans le monde des data centers et de l'high-tech. Et vous voyez, ce rapport présente en particulier l'évolution des cartes d'accélération et du marché des cartes d'accélération pour les années à venir. Et pour vous décoder un petit peu le graphique que vous avez devant les yeux, ce graphique représente le marché des serveurs. Voilà. Par contre, ça ne représente pas en nombre d'unités, mais en pourcentage. Et vous représente en fait quel pourcentage de serveurs ont des cartes d'accélération. Donc en gros, les bleus clairs, donc la partie la plus conséquente, ce sont les serveurs qui n'ont pas besoin de cartes d'accélération, ça s'appelle les no coprocesseurs. Et vous pouvez voir qu'en 2020, il y avait à peu près un serveur sur 20, un petit peu moins, qui avait une carte d'accélération. Et vous pouvez voir la couleur, c'est essentiellement du rose. Vous apercevez que le rose, c'est ce qu'on appelle des GP-GPU, donc c'est essentiellement des cartes d'accélération qui sont ce qu'on appelle des GPU, et beaucoup sont des cartes de NVIDIA, que vous connaissez peut-être, et qui en particulier sont utilisées pour accélérer tout ce qui est ce qu'on appelle le training, donc l'entraînement de l'intelligence artificielle. Et vous voyez que petit à petit, c'est voilà, cette partie de couleur, rose, bleu foncé, vert, est en train de s'accroître et de manière très très significative, puisque pour vous donner des ordres de grandeur, hein, le marché aujourd'hui du nombre de serveurs vendus par an, c'est 20 millions. Donc, si vous regardez un petit peu, quand on se projette à l'horizon 2025, on s'aperçoit que le nombre de serveurs qui auront une carte d'accélération, c'est à peu près 1 sur 4. D'accord? Donc, on passe de 1 sur 20 à 1 sur 4. Et pour vous, encore une fois, pour vous donner des ordres de grandeur, si vous vous souvenez, une carte d'accélération en moyenne, hein, c'est autour de 1000 $. Donc vous voyez qu'on a un marché en 2025 à peu près de 4,8 millions de cartes d'accélération, qui vous fait à peu près 5 milliards. Et sur ces 5 milliards, vous avez une partie qui est rose, donc encore une fois, qui est plutôt les technologies type GPU. Et comme on vous l'a souvent expliqué, nous, notre technologie est un petit peu différente de GPU, donc on ne se positionne pas par rapport aux usages là où les GPU sont les plus pertinents. Par contre, on se positionne sur les autres usages, en particulier sur les usages qui correspondent aux couches vert clair et bleu foncé, qui correspondent aussi à peu près à la moitié de ce marché, et qui est la partie d'ailleurs qui va être la plus en croissance dans les années qui viennent. Donc, pour les ordres de grandeur, vous voyez, cette année 2021, en gros, un serveur sur 12 avec une carte d'accélération, essentiellement des cartes type training d'intelligence artificielle, et une sur 4 en 2025. Alors, je vais m'arrêter à 2023. Vous savez que c'est un objectif extrêmement important, 2023 pour nous. On a fixé un objectif très ambitieux sur lequel je reviendrai de 100 millions de cartes par an. Et si vous voulez, donc sur ces 100 millions de cartes, vous voyez que nous, on est sur un marché qui, en 2023, couvrira à peu près vous voyez 12% du marché des serveurs. Et si vous regardez les parties qui correspondent vraiment au marché que l'on vise, en enlevant la partie rose, vous voyez que c'est à peu près un marché d'1 milliard. Donc comme ça, vous voyez un petit peu la cohérence de tous les chiffres que l'on vous partage. Bien sûr, Calera pour vocation, c'est notre but, c'est notre travail d'être leader sur ce marché. Alors, deuxième transparent que je veux vous partager, parce que je pense que c'est intéressant de vous partager aussi ce qui se passe sur le marché et quelles sont les tendances du marché. Alors, si j'ai souligné en jaune, c'est pas parce qu'il y a un défaut dans le slide, c'est pour insister sur des messages qui sont très importants pour nous. Donc ça, c'est en fait les 3 tendances clés qui sont reportées par Omdia sur le marché data center. Et vous voyez qu'il y a en particulier 2 que j'ai surlignées qui sont très importantes. La première qui est sur la gauche, ce qu'on appelle la Silicon Diversity. Alors, ça veut dire quoi la Silicon Diversity? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très, très naturel à comprendre. On peut essayer le marché grossit. Donc, si ce marché grossit, il y a des gros acteurs. J'entends toujours parler d'eux. Donc, on va avoir une consolidation et les petits acteurs vont avoir, comme Carré, vont avoir du mal à se faire, en fait, un avenir dans ce marché-là. Mais en fait, Silicon Diversity, ça veut dire quoi? C'est l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? C'est qu'en fait, tout le marché, en fait, parce qu'il devient mature, cherche à optimiser des solutions. Et comment on optimise une solution dans le monde des serveurs? On utilise des serveurs classiques et puis on met des cartes d'accélération. Et ces cartes d'accélération, bien sûr,
vont être dépendantes de l'usage. Et il va y avoir une diversité de cartes d'accélération. Et c'est pour ça que Carré aujourd'hui, vous voyez qu'on a vraiment ce marché qui est devant nous, parce qu'il y a besoin de cartes comme les nôtres, de technologies comme les nôtres, qui sont différenciatrices par rapport aux technologies actuelles qui sont sur le marché. Et le deuxième point que j'ai souligné, qui va complètement dans ce sens-là, hein, quand vous voyez, c'est Programmable Adapter Set to Explode. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en beau français que les cartes d'accélération, c'est-à-dire les cartes typiquement celles que nous développons, qui sont programmables et qui sont des adapteurs qui peuvent être mises dans les serveurs, vont exploser, dans le sens où le marché va vraiment être en très très forte croissance. La petite histoire, la tendance du milieu, voilà, un petit peu évidente, hein, c'est bien sûr l'essor du cloud et le fait qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer entre 50-50 entre l'utilisation du cloud et l'utilisation des serveurs que vous avez dans les entreprises. Voilà. Donc là, c'était important de vous partager cette vision du marché et que vous puissiez comprendre bien sûr maintenant sur ce marché des cartes d'accélération, comment se positionner. Je vais donc du coup revenir sur les annonces que l'on a faites et comme vous l'avez compris, bien sûr, la première annonce, c'est l'annonce de la Flashbox. Alors la Flashbox, pourquoi c'est important et comment la Flashbox s'inscrit par rapport aux différents échéanciers que l'on a déjà partagés avec vous et pour la suite. Si vous vous rappelez, on avait communiqué début de l'année qu'on commençait les pilotes auprès de nos clients, en particulier avec un partenaire qui s'appelle Wistron. Donc on a commencé ces pilotes et on a travaillé avec nos clients et en gros les retours de ces clients ont été les suivants. Performance exceptionnelle, vraiment très très content. Par contre, on s'est aperçu que les clients, et c'est un petit peu un retour que l'on a en particulier dans cette crise du Covid, nos clients avaient peu de ressources, peu de disponibilité pour adapter le logiciel, pour l'intégrer dans leur serveur, etc. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un besoin marché pour avoir une solution clé en main, la plus facile d'utilisation, avec à la fois le matériel, le logiciel qui va bien, tout en étant une solution ouverte. Parce que on a vu que nos clients, nos gros clients en particulier, voulaient une solution qui soit très facile d'adoption, mais ils ne voulaient pas une boîte noire. Ils voulaient aussi pouvoir l'adapter à leur propre modèle, pouvoir développer leur propre logiciel, etc. Donc, on a beaucoup travaillé ces derniers mois pour faire ça. Et la Flashbox est le résultat de ce travail, comme vous l'avez compris, pour avoir quelque chose qui est à la fois packagé et ouvert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, bien sûr, toute l'idée, vous allez voir dans la suite, c'est avec le lancement de ce produit-là, de commencer le déploiement commercial de la Flashbox et des cartes qui vont avec. Alors pourquoi la Flashbox est importante à la fois pour développer du revenu, mais aussi pour déployer notre technologie? Pourquoi? Parce que ça montre un premier produit, voilà, certifié, utilisé dans les data centers par nos clients qui utilisent notre technologie. Et donc ça, c'est vraiment toujours un step très important pour une société high-tech comme la nôtre, de montrer un vrai produit qui marche, qui utilise des vrais clients. Donc, le fait de l'avoir, ce produit-là, et de l'avoir clé en main, bien sûr, nous permet de déployer, d'accélérer l'adoption de notre technologie, tout en réduisant ce qu'on appelle la barrière d'entrée pour faire comme pour nos clients. En fait, ils n'ont pas besoin de savoir comment notre technologie marche. Ils ont un serveur qui est facile d'adoption et dont ils peuvent voir tout de suite les bénéfices. À partir de là, comme vous voyez, on a aussi une approche qui est vraiment très flexible, très ouverte. Pour rappel, notre cœur de métier, c'est vraiment de fournir des cartes intelligentes. Donc, on a ce modèle qui est assez innovant pour cette industrie-là, c'est de dire aussi, mais messieurs, vous pouvez construire votre propre serveur si vous voulez. Vous avez nos cartes, vous avez nos logiciels, et vous pouvez construire vous-même votre serveur. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, en particulier pour les gros acteurs, mais aussi pour faire des accords avec ce qu'on appelle des gros OEM, des acteurs de ce monde du stockage pour qu'eux puissent continuer à déployer leur business. On ne veut pas du tout les concurrencer, mais en valorisant notre énergie, en valorisant nos cartes pour déployer le plus possible nos cartes sur le marché. Donc ça, c'était le premier produit disponible. J'ai passé pas mal de temps à vous expliquer, à vous le présenter, à faire les démonstrations. Le deuxième produit que l'on a annoncé, je vais passer un petit peu moins de temps, mais je pense que c'est important de vous l'expliquer ou de le réexpliquer pour ceux à qui j'ai la chance d'en discuter. Donc, ce sont des cartes d'accélération, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle des environnements virtualisés. Alors, pourquoi les environnements virtualisés sont quelque chose de très important dans le monde des data centers et de plus en plus important? En fait, c'est assez simple à comprendre. Lorsque vous utilisez le cloud, lorsque vous, entreprise, même particulier, utilisez le cloud, en fait, pour simplifier, vous louez auprès de quelqu'un qui va vous héberger une machine. Et cette machine, en fait, il se trouve
que lorsqu'on dit qu'on veut une machine, en fait, c'est pas vrai, on ne veut pas une machine, parce que l'industrie a trouvé un moyen pour louer cette même machine à plein de différents acteurs. Alors, en fait, on loue ce qu'on appelle une machine virtuelle, c'est-à-dire, c'est comme si c'était une machine, mais c'est pas vrai, elle n'est pas vraiment dédiée, dans la plupart des cas. On va faire tourner plusieurs machines virtuelles. Et bien sûr, le gros avantage de cela, il est évident, c'est qu'on peut avoir plusieurs clients, on peut avoir plusieurs applications qui vont tourner pour le prix d'un seul hardware, d'un seul serveur. Alors, le problème, c'est que l'industrie a bien sûr usé et abusé, je dirais même, de virtual machines, donc il est en train de pouvoir mettre de plus en plus de virtual machines sur un même serveur, et ça crée un certain nombre de problèmes, en particulier parce que ces machines virtuelles nécessitent bien sûr un certain process au niveau du processeur principal, très gourmand, et puis du fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs, il faut rajouter des sécurités pour protéger ces virtual machines les unes des autres. Il faut aussi accéder de plus en plus rapidement aux données qui viennent de l'extérieur des autres serveurs. Et encore une fois, la problématique du stockage qui s'accélère énormément, qui demande du coup qui devient de plus en plus gourmand en termes de performance auprès de ces machines. Donc, quelle est la solution? Aujourd'hui, quelques acteurs qui sont en train de se positionner sur ça, et bien sûr, Carré est en train de pousser, d'être des pionniers sur ce marché-là, qui sont en train de développer des solutions de cartes d'accélération, donc des cartes qui vont dans les machines, dans les data centers, dans chaque machine, pour décharger le processeur principal de toutes ces tâches, pour rendre le serveur beaucoup plus efficace, entre 30 et 50%, qui a deux avantages. Un, de réduire la consommation, et deux, bien sûr, de pouvoir utiliser davantage auprès du client final les serveurs que vous avez. Et en particulier, on a un très beau projet en cours avec deux beaux acteurs. Un premier acteur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Scaleway, qui est un très beau data center euh, avec comme actionnaire principal IED, les Free, et un acteur dans le monde de la virtualisation qui s'appelle Batel. Donc, on a ce beau projet qu'on a annoncé, mais c'est un exemple d'utilisation de nos cartes sur un marché qui représente des centaines et centaines de milliers de cartes par an, parce que, encore une fois, pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, vous avez un marché du monde des serveurs qui est autour de 20 millions de serveurs par an. Alors, tous les serveurs n'ont pas des virtual machines, vous avez une très très grande partie qui tourne des virtual machines data center, et donc potentiellement, c'est une carte par serveur. Donc, un marché extrêmement important, extrêmement conséquent. Autre exemple d'utilisation de nos cartes, on l'avait un petit peu évoqué ensemble la dernière fois, la 5G. Alors, bien sûr, la 5G, je ne vais pas expliquer à quel point c'est important, à la fois en termes de marché, de taille du marché, en termes de technologie, en termes aussi de souveraineté. Mais pourquoi il y a besoin de cartes d'accélération dans le monde de la 5G? Là, encore une fois, je vais passer rapidement. Ça, c'est un transparent assez intéressant parce que c'est un transparent qui provient non pas de Carré, mais de Dell, qui montre explicitement que les accélérateurs, comme ceux de Carré, vont avoir un rôle vraiment crucial pardon, dans la 5G. Et pourquoi ça? Pour le faire rapidement, c'est parce qu'aujourd'hui, alors que les opérateurs utilisaient jusqu'à présent des boîtes noires, souvent issues d'opérateurs ou de fournisseurs comme des Ericsson, des Huawei, etc., les opérateurs ont décidé en fait de changer de modèle et d'essayer d'utiliser des serveurs classiques et de faire tourner des codes open source, etc. Donc de transformer, de changer de cette approche en boîte noire à un modèle beaucoup plus ouvert, que ce soit au niveau matériel et logiciel. Ce qui a deux avantages principaux. Le premier, c'est bien sûr de ne plus être ce qu'on appelle locké, c'est-à-dire complètement sous le contrôle d'un acteur, avec en plus potentiellement des problématiques de souveraineté. Et un deuxième rationnel derrière, c'est que c'est toujours pareil, lorsqu'on utilise de l'open source, on utilise du matériel qui est un petit peu ce qu'on appelle sur étagère. Bien sûr, vous avez des coûts qui sont bien moindres. Mais ce matériel sur étagère, bien sûr, il a un petit problème, c'est qu'il n'est pas capable en termes de performance de faire tourner les protocoles qui sont liés à la 5G. Donc comment on résout cette équation? On résout encore une fois, je pense que vous avez maintenant compris le message, on le résout avec des cartes d'accélération. Et c'est exactement ce qu'on développe aujourd'hui dans le contexte de ce projet avec Orange, avec Atos, avec nos partenaires. Donc, en gros, ces cartes d'accélération, on est en train de développer à nos partenaires le logiciel qui va tourner les couches basses de la 5G pour l'intégrer dans les serveurs typiquement d'Atos. Bon, ça veut dire intégrer nos cartes dans les serveurs d'Atos et les qualifier, bien sûr que c'est intéressant pour nous, pour fournir une solution complète auprès des opérateurs comme Orange, qui, dans le cas de son projet, vont en plus nous permettre de tester tout ça et pour faire une offre qui, bien sûr, peut être générique, qui ne va pas être uniquement liée à Orange Atos, une offre générique de carte d'accélération pour la 5G qu'on va pouvoir déployer auprès de tous les opérateurs dans le monde avec tous les OEM, que ce soit les Dell, les HP, etc., qui sont extrêmement excités par ce marché-là, parce que c'est bien sûr un marché de gros volume. Là encore, on parle de plusieurs centaines de milliers de cartes par an, un marché extrêmement conséquent.
Un petit mot sur l'automobile, j'en parle un petit peu moins parce que je sais que bien sûr les préoccupations de nos actionnaires sont aussi essentiellement sur notre capacité à déployer nos produits court terme et à créer du revenu très court terme. Mais quand même un petit mot pour revenir sur deux projets extrêmement créateurs de valeur, même si le revenu est beaucoup plus long terme. Créateurs de valeur, pourquoi? Parce que autant le travail que l'on fait avec NXP sur la blockchain, je pense que je l'ai longtemps évoqué, je veux vraiment souligner, c'est l'importance et la valeur de notre technologie sur un marché encore plus gros que le marché de l'automobile en général. Et va rappeler qu'il y a une des grosses problématiques du marché de l'automobile aujourd'hui, c'est que même une voiture de base, même une Dacia de base, a en gros entre 50 et 100 microcontrôleurs. Hein. Et donc ça, c'est des microcontrôleurs qui sont des petites puces. Et je pense qu'on réalise à quel point c'est un problème de plus en plus avec la problématique que vous entendez certainement aujourd'hui, vous avez lu dans la presse, d'approvisionnement dans le monde des semi-conducteurs pour l'automobile. Et donc, bien sûr, il y a une prise de conscience, mais aussi un travail qui a été, on va dire, commencé maintenant avec plusieurs années pour essayer d'optimiser les coûts, la maintenance, etc., des prochaines générations de voitures, qui consiste à trouver des technologies qui permettent d'intégrer sur une même puce plein de fonctionnalités différentes, tout en conservant les aspects de sécurité qui sont bien sûr extrêmement importants dans le monde de l'automobile. Et je trouve que la technologie de carré est extrêmement pertinente pour ça. Et c'est une des raisons principales pourquoi nous travaillons en particulier avec un gros équipementier pour déployer des technologies qui vont permettre de pousser ce type d'usage de nos technologies. Encore une fois, un revenu potentiellement très court terme, excusez-moi, très long terme. Par contre, voilà un marché qui correspond au marché de toutes les voitures. On ne parle plus maintenant juste des marchés qui ont des voitures qui vont avoir de l'autonomie, mais vraiment des voitures de la plus bas de gamme à la plus haut de gamme qui ont ce besoin d'intégrer tous ces microcontrôleurs sur un nombre de puces restreint. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes de revenus et surtout en termes d'échéancier de revenus? On va revenir sur les annonces que l'on a faites et je pense que c'est important que vous voyez un petit peu comment tout cela s'étale. Donc, comme vous l'avez compris, nous, le revenu court terme principal, aujourd'hui, se concentre autour de nos solutions de stockage. C'est notre stratégie depuis quelques années d'avoir un premier vertical sur lequel on peut amener une solution complète. Et comme nous l'avons annoncé il y a quelques minutes, donc sur les revenus 2021, maintenant on commence à avoir bien sûr, on est en octobre, on a bien mis la visibilité du revenu que l'on va faire. On avait annoncé quelques millions, donc là on est plus précis. Effectivement, on pense qu'on va avoir autour de 2 millions d'euros. On aurait pu s'attendre à plus, on a bien sûr visé plus. La raison pour laquelle nous voyons ce chiffre-là est essentiellement par rapport à la situation au niveau de notre industrie. Alors, pas tant pour les problèmes d'approvisionnement, puisqu'on l'a déjà partagé. Aujourd'hui, l'approvisionnement en termes de composants, de notre côté, a relativement peu d'impact, quelques semaines de retard, mais ce n'est pas drastique. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut clairement déployer notre business sans trop de soucis par rapport à ça. Par contre, un point qui a un vrai impact de notre côté en termes de business, c'est la disponibilité de nos clients. La plupart de nos clients, les gros clients, ont été extrêmement mis à contribution pour supporter en fait ces problématiques de supply chain et surtout, donc, du coup, toutes les équipes ont été mises, on va dire, au travail essentiellement sur les produits court terme actuels. Donc un petit peu moins de disponibilité pour travailler sur les générations suivantes. Clairement, ça se sent un petit peu dans les projets que l'on travaille avec les clients. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons mis beaucoup d'efforts à faire une solution packagée pour pouvoir accélérer ça. Qu'est-ce que ça veut dire par contre pour 2022? 2022, comme vous l'avez vu ou que vous le verrez dans l'annonce que nous venons de faire, nous restons extrêmement confiants sur notre capacité à générer un revenu conséquent et à vraiment passer de ce mode à un faible volume qui est dû au fait que l'on vende que quelques licences de règlement à un gros revenu qui est lié à la vente d'un grand nombre de produits. Donc, comme on l'a mis dans le communiqué, vous verrez, donc on évoque aujourd'hui, voilà, une ou plusieurs dizaines de millions. Une fourchette clairement, bien sûr, large, parce que comme vous le voyez, comme vous le comprenez, on est dans cette phase de ramp-up, mais une fourchette qui montre clairement une accélération très conséquente, avec essentiellement au départ nos solutions de stockage. Pour rappeler des ordres de grandeur, un serveur Flashbox, c'est en gros pour les versions les plus bas de gamme autour de 40 000 $, voilà, et juste un peu monter jusqu'à 100 000 $. En gros, 30 000 euros, 150 000 euros. Donc, c'est des produits qui ont une très forte valeur ajoutée avec un prix qui va avec. Et comme vous voyez, donc, pour vous faire comprendre un petit peu le séquencement des déploiements commerciaux,
Le deuxième type de produit qui va complémenter nos solutions de stockage, c'est typiquement les cartes autour de ce qui est optimisation de virtualisation. Pourquoi? Parce qu'on parle de la même carte, c'est le logiciel qui est différent, et on espère pouvoir commencer le lancement de produits autour de cette gamme vers mi de l'année prochaine. Ensuite, la 5G et aussi Smart Vision, je n'en ai pas trop parlé, mais on a aussi des projets, comme j'avais déjà évoqué, je n'ai pas pu trop m'appesantir sur ça, sur tout ce qui est Smart Vision, etc., qui vont arriver autour de 2023, début 2023 ou fin 2022, avec aussi l'arrivée de la prochaine génération Coolidge 2, sur laquelle nous travaillons, pour, dans l'optique, bien sûr, de consolider, de sécuriser notre objectif ambitieux de réaliser 5 millions d'euros en 2023, qui, pour rappel, correspond à peu près à 5 milliards. Et donc, vous voyez une répartition, il faut le voir à peu près un tiers autour du stockage pour à horizon 2023, un tiers au niveau des cartes d'accélération, en particulier autour de la virtualisation, et un tiers au niveau de ce qui est 5G. Voilà. Et autour de 2024, bien sûr, là, on n'a pas de guidance, on va déjà se focaliser sur nos 5 millions d'euros en 2023, l'arrivée de revenus supplémentaires autour de l'auto. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu où c'est que nous en sommes, de voir la réalité avec cette démonstration. J'espère que vous avez pu voir la vidéo. Sinon, bien sûr, nous allons vous partager. Je peux d'ailleurs la partager dans les commentaires de cette session pour que vous puissiez aller voir sur YouTube. Et enfin, j'espère que ça a aussi répondu à pas mal de vos questions sur sur la création de valeur, sur le lancement de nos produits, la création de revenus pour les mois et les années qui viennent. Maintenant, nous sommes à votre disposition, Anne et moi, pour répondre à vos questions. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton « Lever la main » sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Dory, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonsoir à tous. Simplement une question pour ma part. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur les projections en termes de cash? En fait, on comprend que pour l'an prochain, les perspectives de revenus sont forcément, enfin voilà, c'est dans une fourchette large, on comprend bien le ramp-up. En fait, comment vous comptez un peu gérer cette incertitude? On voit que le décollage arrive, mais encore une fois, on ne sait pas à quel point. Et forcément, la consommation de cash de l'an prochain dépendra aussi de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise, notamment avec ce qui reste à tirer sur l'equity line, ou est-ce que vous réfléchissez à des mesures additionnelles? Merci. Peut-être je peux commencer à vous donner des éléments de réponse, après je laisserai Anne complémenter si Anne tu le souhaites. Mais je dirais aujourd'hui, oui, comme Anne vous l'a dit, on a quand même une position de trésorerie très solide. Et cette position de trésorerie nous permet de déployer notre roadmap et nos plans comme on l'a annoncé. Et effectivement, vous avez vu, l'equity line a permis en particulier de consolider cette position. Après, peut-être plus généralement sur la question sous-jacente, Maxence, derrière, c'est notre besoin de cash dans les mois et les années à venir. Est-ce que nous avons en tête des levées de stage? Je pense souvent on nous pose des questions. Je peux peut-être juste réexpliquer un petit peu les types de dépenses que nous avons aujourd'hui et les options que nous avons. Voilà. On a souvent dit qu'il y a plusieurs options et puis après on prend l'option qui est la meilleure. Donc on a un petit peu deux types de dépenses distinctes à carré, comme vous l'avez compris. On a un premier type qui est plutôt du court moyen terme, ce sont les dépenses au niveau de l'opérationnel, des investissements court terme qui en gros recouvrent les produits actuels ou le support des projets clients, toutes les activités liées au business développement de nos produits actuels. Donc ça c'est un premier type de dépenses. Et puis on a un deuxième type de dépenses dont on a un petit peu parlé aussi dernièrement, enfin lors des autres communiqués, c'est des dépenses qui sont plus liées à des dépenses long terme, au développement des produits qui commenceront, eux, à entrer en production fin 2023 et 2024. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc clairement, pour la première partie, on a clairement une solution très solide par rapport à ça. Après, la question est pas de plan aujourd'hui, mais des options potentielles pourront être de voir si il y a besoin de financer davantage les produits qu'on est en train de commencer à développer pour pouvoir les déployer à horizon de fin 2023-2024. Donc aujourd'hui, en tout cas, pas de plan à ce stade-là, quels que soient d'ailleurs les scénarios de revenus de l'année prochaine. Et par contre, plus un questionnement que l'on va avoir dans les mois qui viennent, d'appuyer ou pas sur l'accélérateur, sur les investissements que l'on veut mettre, les dépenses que l'on veut mettre en œuvre
pour les produits post-2023 et aussi sur les marchés. Vous avez vu, on s'est focalisé sur les 3 marchés là que je vous ai précisés. Voilà, si on était amené à accélérer sur d'autres marchés, peut-être qu'il y aurait des besoins de financement supplémentaires, mais c'est pas en tout cas c'est pas aujourd'hui une décision qu'on a prise. Merci. Si je peux me permettre juste un complément en termes de dépenses, bon, là je m'avance un peu, mais pour Coolidge 2, l'investissement dans les masques de fabrication, il faut partir à peu près sur les mêmes enveloppes que pour Coolidge 1 ou ça pourrait varier. Enfin, est-ce que si on intègre 4 millions d'euros environ de dépenses one-shot pour ce lancement, c'est Oui, c'est ça, c'est les mêmes, C'est ça. c'est même l'ordre de grandeur, il n'y a pas de différence. OK, merci beaucoup. Anne, est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais complémenter peut-être? Non, non, c'est ça, effectivement, le besoin de financement pourrait venir d'un besoin de CAPEX supplémentaire à couvrir. Voilà. Et effectivement, il y a des choses que l'on a déjà engagées et pour lesquelles on a une position de trésorerie qui est suffisante, et il y a des choses qu'on peut choisir ou pas d'engager et donc de financer si besoin. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever la main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Favreau, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Voilà, vous m'entendez? Tout à fait. Oui, bonjour Eric et bonjour Anne. Je voulais juste, s'il vous plaît, que vous puissiez nous faire un petit point sur l'état des solutions concurrentes aujourd'hui sur le marché qui se développe. D'accord, bien sûr. Donc, je dirais, et c'est intéressant peut-être de revisualiser, alors, je ne sais pas si on peut le remettre, mais de revisualiser un petit peu le diagramme que je vous ai montré sur le monde des serveurs et le monde des cartes d'accélération. Je vais peut-être remettre la présentation d'ailleurs sur ça, parce que je pense que c'est un bon moyen. Alors, je ne sais pas si je le contrôle, je reprends le contrôle peut-être. Je vais vite. Voilà, parce que c'est un bon moyen à la fois de vous partager les concurrences ou les alternatives et comment on se positionne. Voilà. Donc, ce que vous voyez, donc si vous regardez un petit peu donc, le marché data center, puis si vous voulez, je parlais aussi de l'automobile, parce que bien sûr, la concurrence est un petit peu différente et le landscape, comme on dit, est un petit peu différent. Mais sur le marché du data center, comme on l'a compris, le marché est assez simple, il est assez clair, c'est le marché des cartes d'accélération. Et donc, je dirais, il y a plusieurs alternatives ou slash concurrence, et donc je vais vous expliquer un petit peu ces alternatives et comment on se positionne. Donc, comme vous l'avez peut-être compris dans mon premier message de tout à l'heure, il y a une première alternative qui correspond à une technologie qu'on appelle les GPU, qui est une alternative qui est essentiellement poussée par un concurrent qu'on appelle NVIDIA. Voilà. Cette technologie, ce qui est important de comprendre, c'est une technologie qui est une vieille technologie. Hein, ça a été développé plutôt dans les années 80-90 et ça a été développé pour faire des cartes graphiques. Et ce sont des processeurs qui sont très très bons pour faire un seul calcul, mais très vite. Voilà. C'est pour ça que c'est très bon pour faire des cartes graphiques. Ça, on appelle les GPU. Et c'est pour ça que les GPU sont particulièrement pertinents pour faire ce qu'on appelle le training intelligence artificielle, parce que c'est une tâche à faire. Par contre, il faut la faire de manière très très rapide, très efficace, etc. Donc là, c'est la partie rose. Donc souvent, on dit souvent, ah, mais vous êtes un concurrent de NVIDIA. J'aurais tendance à dire oui dans l'optique d'accélération de la manipulation des données, mais si on creuse un petit peu plus et si on regarde un petit peu plus, en fait, on n'est pas sur les mêmes traitements. Voilà, c'est pour ça que lorsque vous allez utiliser un GPU, c'est parce que vous êtes pertinent sur un GPU, il se trouve que Carré va arriver sur des use cases où un GPU n'est pas pertinent et c'est ce qui rend notre solution très très intéressante. Je vous donne l'exemple de la Flashbox. Hein, vous avez vu la Flashbox dans notre carte d'accélération. Notre carte d'accélération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle manipule des paquets. Voilà, c'est des paquets, voilà, je veux lire, je veux écrire, je veux lire, je veux écrire, qui viennent de tous les serveurs. Il faut décoder ces paquets, il faut en extraire les données, il faut les écrire, etc. C'est quelque chose qu'un GPU ne peut absolument pas faire. GPU, ça fait qu'une seule chose. Donc, vous imaginez des paquets, vous avez des millions par seconde, il ne sait pas faire. Donc, sur le marché de la Flashbox, un GPU, c'est même pas un concurrent, il ne sait pas faire. Voilà. Donc là, c'est le premier type de concurrence. Par contre, un GPU, aujourd'hui, sur le marché sur lequel on se positionne, encore une fois, on ne se positionne pas du tout en frontal par rapport à eux, mais si vous regardez la 5G, le GPU, c'est pas très bon pour la 5G, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de paquets. Là où on est plus en frontal, c'est sur la Smart Vision. Et là, notre grande force, nous, c'est Smart Vision, ça demande plein d'algorithmes.
Et du coup, notre grande force, nous, c'est même si on n'a pas les atouts, l'argent et les capacités d'avoir les toutes dernières usines, etc., de NVIDIA, c'est qu'en fait, la grosse force de notre technologie, c'est qu'on est capable, nous, de manière très efficace, de faire tourner plein d'algorithmes en parallèle. Et la Smart Vision, il se trouve, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur ça. C'est très important. Ça, c'était la première concurrence, les GPU et NVIDIA, qui est certainement celui que vous avez le plus en tête. C'est un deuxième type de concurrence, qui est là aussi, encore une fois, une concurrence qui provient de gros acteurs, et de gros acteurs qui ont développé des technologies, pas du tout pour ce marché-là, mais c'est des technologies qui ont été développées il y a 30, 40 ans pour d'autres usages, et ça, d'autres usages s'appellent les FPGA. Alors, FPGA, c'est une autre technologie complètement différente qui permet en fait de programmer ce qu'on appelle du hardware. En gros, vous pouvez programmer votre processeur, voilà, ou votre puce en utilisant un langage qui s'appelle FPGA, avec quelques défauts. C'est-à-dire, sinon, ça ferait longtemps que vous verrez que l'FPGA. Le gros défaut, c'est quoi? C'est déjà pour le programmer, il faut que vous soyez non pas un codeur comme Monsieur Tout-le-Monde, comme ce que vous appelez à l'école, mais il faut que vous soyez un designer de puce. Des développeurs designers de puce, il n'y a pas beaucoup, parce que bien sûr, on ne développe pas une puce tous les matins. Ça, c'est le premier gros problème. Donc, le gros problème de FPGA, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui savent développer. Dès qu'on va dans un marché qui est un petit peu ouvert, où il y a besoin de communauté, etc., ça devient difficile. Le deuxième gros problème de FPGA, c'est que c'est très gourmand en termes de consommation et ça coûte assez cher. C'est pour ça que l'usage du FPGA n'a pas du tout été fait pour les business que je vous ai montrés, c'était fait pour les business de petite quantité. Et je trouve que Xilinx, qui est le gros acteur de ce monde-là, et Altera, qui a été racheté par Intel, ils ont des besoins d'accélération, ils n'ont pas d'autres technologies pour accélérer, donc aujourd'hui, ils poussent des technologies FPGA. Si vous regardez, FPGA, c'est la petite, couleur mauve. Voilà, donc FPGA. Alors, je vous dirais honnêtement, autant le rose, je vous dirais, bon, je ne pense pas que, car on ne va pas essayer de gratter le rose là, parce que, bon, si c'est juste pour des GPU, on n'est pas pertinent, il y a autre chose à aller. Autant le mauve du SPGA, je peux vous garantir que Carré est super pertinent et on ne va pas se gêner d'aller taper dedans. Pourquoi? Parce que nous, on a l'efficacité de la programmation, parce qu'on peut, les programmateurs sont des gens qui peuvent coder en C, en C++, etc. Donc là, il y a des milliers de développeurs. En termes de performance et de consommation, on est bien meilleur. Donc, c'est vraiment, on est tout à fait pertinent. Et le dernier type de concurrence, là, en fait, ce sont les startups, des gens comme nous. Et donc, ça, bien sûr, ça commence à arriver. On est vraiment le pionnier de notre industrie, mais il y a des startups qui commencent à apparaître, qui sont souvent des grosses sociétés israéliennes ou américaines, voilà, si ça vient faire ça, qui sont biberonnés avec quelques centaines de millions de dollars et qui voilà, arrivent avec des nouveaux types de processeurs qui sont, comme par hasard, bien sûr, des Melicore, technologies type les nôtres. Alors, bien sûr, c'est quoi notre avantage? Notre avantage, c'est qu'on a une technologie qui est très mature aujourd'hui et on a un avantage de timing, plus de notre technologie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut bien sûr, il faut qu'on continue à valoriser cet avantage. Et c'est pour ça que vous voyez ces réflexions sur à quel point on appuie sur l'accélérateur, pas appuyer sur l'accélérateur, parce que bien sûr, on va être le leader de ce marché-là, donc il faut faire très attention de ne pas être rattrapé. L'avantage de notre industrie, c'est que la barrière d'entrée est énorme. Et souvent, c'est voilà, tout le monde sait dans notre industrie que vous n'allez pas faire une puce et tout d'un coup, c'est génial, il n'y a aucun problème, ça marche. Il y a toujours des itérations et tout le monde sait dans notre industrie que tant que vous n'avez pas fait 3 itérations, a priori, il reste encore du boulot. Donc, nous, on a ça derrière nous, on prend un produit qui est là. Les autres acteurs, ils ont encore du travail à faire. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question sur la concurrence. Absolument, merci. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever la main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Dixon, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci. Merci pour la présentation. J'avais juste une question un petit peu au niveau de la pénurie en fait sur les composants électroniques qui sont quand même une matière première qu'on peut utiliser quand même à grande échelle. Vous pouvez me faire un petit point dessus, un petit peu de la manière dont vous êtes impacté et la manière dans laquelle également vous comptez également vous couvrir également si elle est amenée à durer? Bien sûr, très bonne question, bien sûr, très pertinente par rapport à la situation actuelle. Alors, je dirais que de notre côté, si on regarde un petit peu
voilà, nos dépendances par rapport aux fournisseurs. Vous pouvez voir qu'on a deux types de dépendances. La première dépendance, c'est par rapport à la société qui fabrique nos puces. Puisque, comme on l'a compris, on a un modèle fabless, c'est-à-dire bien sûr, on dépend des usines des autres, et en particulier, on dépend des usines de TSMC, qui est notre partenaire pour développer nos puces. Alors, je dirais dans le cas de TSMC, vous allez voir que c'est pareil pour l'autre, mais je vais commencer par le cas de TSMC. On a un impact qui est dans notre vie tous les jours, dans notre schedule relativement faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne travaille pas directement avec TSMC. C'est la première raison. On travaille avec GUC, qui est une filiale de TSMC. Et GUC est en fait une filiale qui a pour objectif et unique objectif de pouvoir fournir des gens comme nous qui n'ont pas un énorme volume. Donc, on a ce qu'on appelle des commitments, des engagements de la part de GUC qui nous garantissent un minimum de quantité. Et c'est ça qui nous permet d'être protégés, je dirais, parce que vous imaginez, au niveau de TSMC, s'il fallait choisir entre un Apple et Calray, je ne sais pas vous l'apprendre, je pense qu'Apple aurait certainement plus de poids que nous. Mais le gros intérêt, c'est qu'on est quelque part sous le couvert de cette filiale. Et cette filiale-là, bien sûr, est très importante pour TSMC parce qu'elle adresse un grand nombre d'acteurs et elle a ce qu'on appelle des slot traders. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on n'a pas besoin non plus de milliers de wafers. Donc, dans notre industrie, comment ça marche? On commande des wafers, ce sont des gros disques. Et par disque, vous avez en gros, pour nous, on a plusieurs centaines de puces par disque. Donc, si vous voyez, même si on fait pour être en 2023, 100 000 cartes pour faire 100 millions, ça fait 100 000 puces. 100 000 puces, ça fait moins d'un millier de wafers. C'est quand même quelque chose de très faible. Donc à nos grandeurs, le risque, ça serait qu'on vous dise, bah, on va passer à la porte parce qu'on ne s'occupe plus des petits, et ce n'est pas du tout le cas parce qu'on travaille avec. Voilà. Par contre, ça a un impact tout de même. C'est un impact, c'est plus dans le forecast. C'est-à-dire, autant il y a l'année dernière, si on voulait faire quelques milliers de puces, on pouvait passer une commande et on avait les puces 3-4 mois plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait planifier 3-4 mois à l'avance. Autant aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus tendu. Et donc, nos partenaires, et GUC en particulier, reviennent nous dire, voilà, il faut que vous nous donniez plus de visibilité, donc il faut que vous donniez un planning, un forecast, typiquement sur les 9-12 mois qui viennent. Donc la contrainte que ça nous amène, voilà, et Anne en particulier travaille beaucoup avec ses équipes sur ça, c'est de planifier davantage et de donner beaucoup plus de retours en avance sur les quantités. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement, bien sûr, comme vous l'avez compris, ce que fait toute l'industrie, un peu plus de stockage, pour être de stockage dans le sens de stock, de plus, pour être à l'abri, pour pouvoir encaisser les différentes évolutions de nos commandes pour l'année prochaine. Maintenant, je disais qu'il y avait deux sujets par rapport à fournisseurs, parce que vous avez compris aussi que notre cœur de métier, ce n'était pas que de vendre des puces, mais c'était aussi de vendre des cartes. Et les cartes, c'est plus compliqué que les puces, parce que là, pour une carte, pour le coup, vous avez des centaines de composants. Donc là, je dirais que c'est plus compliqué que pour les puces. Alors là encore, heureusement, on travaille avec un gros acteur qui s'appelle Wistron, qui a l'habitude, qui a des stocks énormes, etc. Et donc, je dirais même problématique et même solution, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait avec Wistron? On a tout de suite essayé d'identifier les composants qui étaient les plus critiques. Critique n'étant pas du tout forcément une histoire de prix, mais c'est juste critique en temps, ce qu'on appelle lead time, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour être sûr entre la commande et la disponibilité que vous ayez le composant. Et on a bien sûr fait des commandes très rapidement pour nous couvrir, typiquement pour 2022, pour avoir les composants critiques. Voilà. Donc aujourd'hui, impact encore une fois très faible. Bon, oui, on a des cartes de développement, on a perdu 2 mois le temps qu'on débloque des situations, etc. Mais bon, oui, c'est pas catastrophique. Et on sécurise aujourd'hui pour 2022 en commandant, comme fait toute l'industrie. D'accord, merci. Donc du coup, si je comprends bien sur les deux sujets, justement, c'est surtout le phénomène d'anticipation qui va prendre le pas, quoi. C'est ça? Exactement. D'accord. Ok, très bien, merci. Monsieur Canis, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question complémentaire sur la concurrence émergente qui était, jusqu'à maintenant, les gravures qui sont utilisées par Calray sont des gravures un petit peu anciennes, je crois,
d'un pas un petit peu large. Enfin, je ne me souviens plus comment on dit ça, mais bon, peut-être que il y a beaucoup de gains à avoir encore en utilisant de nouvelles gravures. Où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là? D'accord. Votre question, hein. Donc, où c'est qu'on en est? Donc, pour répondre très très explicitement, on est aujourd'hui Calray utilise donc une finesse, ça s'appelle une finesse de gravure, hein, ou un nœud technologique. Donc, pour expliquer aux gens qui sont peut-être un petit peu moins avertis que toi, Lionel, donc c'est en gros la taille du transistor, hein, la taille du transistor, et nous utilisons des tailles de transistor qu'on appelle du 16 nanomètres. 16 nanomètres. Alors, je reviens un petit peu sur le terme que tu dis vieillissant. Le 16 nanomètres, ce n'est pas vieillissant. Pour vous donner une indication, s'il n'y a aucune usine en Europe qui est capable de faire du 16 nanomètres. C'est juste un indicateur. Donc, ça vous montre un petit peu quoi. Ça reste quand même des technologies quand même assez de pointe. Par contre, effectivement, tu as tout à fait raison, Lionel. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui ont des moyens sont en train de passer sur le flow, c'est plutôt du 7 nanomètres, voire même du 6 nanomètres. Donc, si vous prenez des gens comme Nvidia, bien sûr, eux, ils ont d'énormes moyens, donc ils vont utiliser les toutes dernières, les plus petites tailles de transistors pour essayer d'être plus efficaces et plus performants et consommer moins. Alors, je dirais par rapport à ça, deux points. Nous, on a un avantage à Carré, c'est qu'on a une technologie et que notre technologie ne nous oblige pas à être dans le tout dernier process. Et ça, c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que être le premier à être confronté à un nouveau process, c'est un calvaire incroyable. Ça coûte une fortune et vous débuguez pour le reste de l'industrie. Donc, moi, je préfère que ce soit Nvidia qui débug avec TSMC le 7 nanomètres ou le 6 nanomètres. Je leur laisse cette tâche-là. Sachant que notre architecture nous permet, nous, d'être extrêmement efficace par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à la concurrence, je vous ai mentionné, on est très bien à 16 nanomètres. Et par contre, bien sûr, on continue. Il faut bien sûr qu'on suive, mais on n'est pas obligé de suivre en étant tout rapidement. On peut avoir voilà, un nœud ou un nœud et demi de différence. Donc, pour répondre à ta question, Lionel, le Coolidge 2, là, qu'on sort l'année prochaine, restera en 16 nanomètres. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et par contre, le prochain produit, le Dolomite, qui est donc la prochaine génération, qui sera à la fin 2023, début 2024. Ça sera, on n'a pas encore défini parce que ça dépend de plein de sujets, etc. Mais ça sera, on va dire, le plus large sera du 7 nanomètres ou du 5 nanomètres. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Léon? Oui, oui, tout à fait. Merci. Juste un petit détail, malgré le fait que Calray a sa technologie, est-ce que ça apportera vraiment un plus significatif aussi? Oui, bien sûr, parce que pour chaque fois que vous avez un nœud, enfin, vous souhaitez un nœud technologique, vous voyez déjà votre puce, elle est moins grosse. Alors, il y a un point maintenant qui est un petit peu nouveau dans notre industrie jusqu'à présent. Enfin, moi, c'est 20 ans que je suis dans cette industrie-là. Avant, lorsque vous changez de nœud technologique, vous diminuez par deux la taille de la puce et vous diminuez aussi par deux le prix, quasiment, ou à peu près. Pour ça n'existe plus. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous réduisez la taille de la puce que la puce est moins chère. Pourquoi? Parce que ces nouveaux process coûtent très cher et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de gain de prix. Et c'est pour ça que c'est aussi moins avantageux de sauter sur les tout derniers nœuds. La raison pour laquelle les gens sautent sur les tout derniers nœuds, c'est ceux qui veulent vraiment exploiter la performance optimale. Voilà. Et qui sont vraiment dans un marché de si je n'ai pas la meilleure performance, je ne passe pas. Et c'est ça le gain de cette toute dernière technologie, performance en termes de consommation. D'accord? Et aussi performance parce que, typiquement, si on prend des gens comme Nvidia, leur technologie consomme énormément. Donc, ils ont tout intérêt sur tout dernier nœud technologique pour rester pertinent. Et puis, leur technologie oblige d'agréger beaucoup de composants sur la même puce. Et donc, du coup, s'ils veulent mettre encore plus de milliards de transistors, vu les tailles de transistors, ils ont intérêt à sauter sur les tout derniers nœuds technologiques parce que, et une autre règle en semi-conducteur qui est importante, c'est que plus la taille de votre puce est grosse, et plus votre rendement risque d'être faible parce que la probabilité que vous ayez un petit défaut est en fait proportionnelle à la superficie. Voilà, donc il y a ces avantages-là, mais je dirais les avantages aujourd'hui sont beaucoup moins forts qu'il y a 10-15 ans dans notre industrie. Très bien, merci. Monsieur Parmentier, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Très bien. J'ai deux questions. La première, sur votre communiqué, en fait, vous indiquez que concernant la Flashbox, vous êtes déjà en discussion avec beaucoup d'acteurs du stockage et d'autres. J'aurais aimé
si c'est possible, en fait, d'avoir un retour en fait sur ces clients, en fait, quels sont les avantages qu'ils trouvent à votre technologie. Enfin, quels sont les retours que vous avez de leur part. Et une deuxième plus difficile, je pense que j'aurai pas de réponse, mais est-ce que vous pourriez affiner un petit peu la fourchette 2022 sur quelques dizaines de millions d'euros? Merci. Bon, c'est bien tenté en tout cas. Écoutez, alors pour la première question, les retours clients et comment on s'inscrit un petit peu. Ce qui est très intéressant, donc les retours clients sont très intéressants, très positifs. Encore une fois, avec le fait qu'on a pris en compte aussi des premiers retours qui étaient de dire, les gars, c'est bien votre truc, mais il faut que ce soit packagé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre produit, c'est pas Calré qui révolutionne avec sa technologie, plutôt Calré qui permet l'adoption d'une nouvelle technologie qu'on appelle les mémoires NVMe, qui sont des mémoires très rapides, grâce à sa technologie. Donc on n'est pas évangélisé, nous, une nouvelle technologie, mais on est positionné sur permettre l'adoption de ces nouvelles mémoires qu'on appelle NVMe grâce à notre technologie. Alors pourquoi on permet l'adoption de ces nouvelles mémoires? Parce que, en fait, quel est le problème? Ces mémoires qu'on appelle les NVMe SSD sont en gros entre 10 et 100 fois plus rapides que les mémoires classiques. Du coup, en fait, il n'y a aucun serveur aujourd'hui de stockage qui est capable, sans perte de performance, d'exposer ce type de performance. Donc, la seule manière qu'a trouvé l'industrie aujourd'hui d'utiliser ces mémoires qui existent, hein, c'est de le mettre directement dans les serveurs. Bon, ça veut dire que lorsque vous avez une application qui a besoin, par exemple, de faire de l'AI ou qui a une application qui a besoin de faire du calcul intensif, vous allez mettre ces mémoires rapides directement dans le serveur. Le gros problème lorsque vous mettez dans le serveur, donc certes, comme ça, vous n'avez pas de problème de rapidité, mais c'est que ça coûte cher parce que ces mémoires-là, il n'y a que votre serveur qui peut les utiliser. Or, c'est des mémoires qui coûtent énormément. Et du coup, vous êtes aussi obligé de mettre toute la mémoire que potentiellement votre application pourrait utiliser, même si elle n'utilise que 10%. Donc, dans l'industrie du stockage, il y a toujours eu ce balancier, cet effet de balancier. Dès qu'on peut, on arrête de mettre les mémoires dans les serveurs et on essaie de les sortir, de les mettre dans ce qu'on appelle des storage appliances, de les désagréger, pour en faire un pool dans un coin, un pool dans lequel vont taper tous les serveurs. L'intérêt, c'est bien sûr de commodaliser cette ressource et de faire qu'elle soit partagée et du coup de la rendre beaucoup moins chère à l'utilisation. Et on est vraiment dans ça, c'est-à-dire on permet, et l'industrie va vers là, on permet du coup, grâce à l'efficacité de nos technologies, de sortir ces NVMe des serveurs, de pouvoir faire une appliance, donc une baie, qui en fait va regrouper toutes ces mémoires rapides. Et grâce à notre processeur, en fait, ces mémoires, en termes de rapidité, c'est vu comme si ces mémoires, elles étaient dans les serveurs. Voilà. Donc, ce retour-là, le point principal que nous demandons aux clients, c'est de valider que ça marchait. C'est-à-dire qu'effectivement, ils obtenaient les mêmes performances que les mémoires sont dans les serveurs ou hors des serveurs. Et ça, c'est complètement validé. Maintenant, on est vraiment dans l'approche. Maintenant que ça, c'est validé, mais comment vous le déployez, comment vous l'intégrez sans que ça vous casse trop, etc. De choses. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille. Voilà, donc ça c'était pour les retours clients. Et encore une fois, comme je vous dis, il y a vraiment aujourd'hui des retours très très petits sur la Flashbox. Et aussi, je dirais même, on a aussi une notion de chance, c'est vrai, enfin en tout cas de timing. Je pense que l'industrie aujourd'hui, vous avez peut-être vu notre événement digital, des acteurs qui ont parlé de l'adoption de cette technologie. C'est vraiment maintenant que ça se passe, parce qu'il y a un ratio prix qui est intéressant, parce qu'il y a un besoin de performance, etc., qui fait que ça devient extrêmement pertinent. Voilà. Donc pour la deuxième question, évidemment, je ne vais pas vous répondre. Si on avait voulu donner plus de précision, on l'aurait fait. Voilà, ce que je peux juste te dire, c'est que, encore une fois, ce que j'ai répété, c'est que le message, c'est le message qu'on veut faire passer derrière, hein. Un message d'ambition dès 2022, de confiance sur notre capacité à faire des chiffres assez conséquents et de sortir de ce petit revenu de 1,5 million dû à la workstation. Voilà, par contre, je pense que bien sûr, on reviendra petit à petit avec des chiffres qui seront plus précis. Mais ce qu'il faut voir, je vais faire, encore une fois, je vais vous donner des ordres de grandeur, hein. Bien sûr, une partie significative de ce revenu sera issue du Flashbox. Vous avez vu qu'une Flashbox, vous avez des valeurs ajoutées d'une Flashbox qui est quand même assez conséquente, hein. Donc, vous voyez qu'on peut faire rapidement beaucoup de revenus au moins. Voilà, donc, on est en train de déployer un produit qui a une très forte valeur ajoutée sur un marché qui est en train d'exploser et qui est en train d'adopter ce type de technologie. Très difficile aujourd'hui pour nous de se positionner sur un chiffre exact. Par contre, on est très confiant de pouvoir faire quelque chose de conséquent. Parfait. Ben, je vous le souhaite.
On va essayer en tout cas. Je vous garantis que tous les efforts en tout cas sont dans cette direction. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Je propose peut-être d'attendre 30 secondes s'il y a d'autres questions et puis sinon on va arrêter là. Pas d'autres questions? Peut-être une dernière question? Monsieur Lameloise, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Simplement sur la taille du marché des cartes d'accélération, j'ai pas bien saisi en fait, c'est l'ensemble du marché qui est accessible à vos produits ou c'est un des marchés accessibles à vos produits? Ça c'était ma première. La deuxième c'était vous avez des indices, vous arrivez à timer un peu mieux les choses. En gros, quelle est la base qui vous permet de projeter sur 2-3 ans, quoi, le raisonnement que vous tenez de manière grossière, mais un peu en tête. D'accord. Donc pour revenir effectivement, donc, le marché des cartes d'accélération, c'est vraiment le marché qui décrit notre marché principal aujourd'hui sur lequel on se focalise. Après, il y a bien sûr d'autres marchés, sans parler d'automobile, il y a plein d'autres marchés, marché embarqué, de l'aérospatial, de la défense, du computing en général, qui seront des opportunités, mais qu'on ne compte pas, et qu'on ne compte pas aussi parce qu'on ne veut pas trop s'éparpiller à droite à gauche. Donc, j'aurais tendance à dire, par rapport à ta première question, je pense que c'est un bon, voilà, si on regarde le STAM, le marché adressable, le marché des cartes d'accélération est un très bon marché à analyser. Sur ce marché voilà, des cartes d'accélération, comme je l'ai décrit, hein, on ne vise pas de dire que tous les serveurs ont une carte d'accélération, parce que sinon, ce serait un marché qui serait encore plus conséquent. Comme je l'ai dit, à peu près 20 millions de serveurs par an qui sont vendus. Donc, ce que vous voyez dans les chiffres, c'est qu'on voit que sur ces 20 millions de serveurs par an, bien sûr, ça grossit, hein, il va y avoir petit à petit plusieurs millions qui vont demander carte d'accélération. Et donc, c'est un marché, on parle de marché de quelques millions de cartes d'accélération, donc de quelques milliards. Et donc, nous, on est positionné sur ça, sur ce marché-là. Et là, je parle vraiment de marché adressable, c'est ce qu'on peut faire avec nos cartes. Donc, en gros, oui, ce marché-là est adressable. Bien sûr, on va, même dans ce marché-là, comme je l'ai expliqué, on se positionne pour déjà prendre les premiers marchés qui nous sont les plus pertinents par rapport à la technologie. Et deux, est-ce qu'il y a d'autres marchés autour de ça? Oui, il y en a, parce qu'on part du marché du computing, qui est un marché qui correspond à un besoin monstrueux de notre industrie, qui est juste quelque part d'analyser les données à la volée. Il va exploser ce marché-là, il va y avoir d'autres opportunités. Pour l'instant, on a déjà de quoi faire sur les marchés data center, les cartes d'accélération. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, en termes de timing, il y a peut-être la notion de timing. Alors, sur la notion de timing, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans le transparent, voilà, avec les couleurs, je le remets. C'était fait exprès, justement, pour vraiment donner des indicateurs de timing selon les produits que je vous ai mentionnés. Parce que bien sûr, ça vient petit à petit. Donc, pour répéter un petit peu ça, donc produit maintenant, c'est vraiment produit stockage, sur nos cartes, la Flashbox. Associé à ça, en plus, donc 2022, ça va être le début des cartes, typiquement d'accélération, des environnements virtualisés, etc. D'accord. Fin 2022, début 2023, le ramp-up de tous les produits autour de la 5G Smart Vision. Voilà. Ça, c'est le calendrier, on va dire. Avec toujours, par contre, une cohérence, on parle de cartes d'accélération. Et horizon 2024, là, plutôt l'auto, etc. Ah, c'est parfait, merci. Écoutez, je vous propose d'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Avec Anne, on vous remercie pour votre disponibilité, pour vos questions. Et alors, pour ceux qui ont envie d'une session supplémentaire, sachez que l'on a une nouvelle session demain à 10 h avec un petit exercice en anglais, pour ceux que ça intéresse. Mais bien volontiers pour répondre à votre question, mais cette fois-ci, ce sera en anglais. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour nos prochaines annonces. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Mesdames, Messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.